Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 novembre 2025 et notre ami est avec nous. Bon retour parmi nous. Merci. Merci d'avoir nous invité à votre chaîne. Carl, je veux commencer par me concentrer sur ce qui se passe en Ukraine. Mais avant d'en arriver là, nous avons eu l'ambassadeur des États-Unis en Turquie et l'envoyé spécial pour la Syrie qui parlait de la manière de trouver une sorte de solution pour les pays autour d'Israël. Comment ils devraient se comporter envers Israël. Voici ce qu'il a dit. Notre recommandation est que les pays limitrophes d'Israël doivent parvenir à une résolution frontalière. Israël a été très clair. Après le 7 octobre, toute menace à cette frontière ne sera pas limitée par la ligne bleue, la ligne verte ou la ligne rouge. Ils veulent une normalisation, un traité et un accord frontalier et ils l'appliqueront selon leurs propres conditions. Le conseil est que si vous partagez une frontière avec Israël, la première étape, plutôt que de penser à les combattre maintenant, est de vous aligner avec eux. Oui, juste un rappel. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime ». J'ai oublié de le dire. Colonel, en regardant Israël aujourd'hui, pensez-vous que la solution que Tom Brock nous a proposée à propos d'Israël va fonctionner, compte tenu du comportement d'Israël depuis si longtemps? Eh bien, c'est en réalité une question juridique, car le problème qui a commencé le jour même de la création d'Israël, et même la veille, pour être précis, le 13 mai 1948, est que le comité chargé de décider de la création de l'État d'Israël a choisi de ne pas définir les frontières du futur État. Depuis ce moment-là, Israël n'a pas de frontières officielles. Les frontières que l'on voit sur les cartes courantes sont ce que l'on appelle la ligne verte, qui est en réalité la ligne de cessez-le-feu établie en 1949. Nous avons tendance à la désigner comme les frontières du 4 juin 1967, car ce sont celles qui étaient en vigueur juste avant la guerre des 6 jours. Mais en réalité, la ligne verte n'est qu'une ligne de cessez-le-feu. Donc ce n'est pas une frontière internationale. C'est très important à comprendre. Maintenant, les frontières d'Israël n'ont jamais été définies, comme je l'ai dit. L'ONU a demandé à plusieurs reprises qu'Israël définisse légalement ses frontières, mais Israël a toujours refusé. La raison en est politique. Israël a été créé par une faction du Likoud, issue du mouvement sioniste dit révisionniste. C'est la même faction qui constitue aujourd'hui la branche du Likoud, à laquelle appartient Benjamin Netanyahou. Et cette faction, cette soi-disant faction révisionniste, pourquoi l'appelle-t-on révisionniste? Parce que ces sionistes ont demandé au Royaume-Uni de réviser sa décision de donner la Transjordanie, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, à la tribu hachémite. Au début des années 1920, les Hachémites furent expulsés d'Arabie saoudite et ne possédaient plus de territoire. À cette époque, le Royaume-Uni détenait le mandat d'administration de la Palestine et attribua la Transjordanie aux Hachémites. C'est ainsi que la Jordanie fut créée, en réalité. Mais cela ne résulta d'aucun processus démocratique. Ce fut une décision unilatérale du Royaume-Uni. Les sionistes, quant à eux, ont toujours affirmé que l'ensemble de la Palestine devait leur appartenir, ce qui inclut donc aussi la Transjordanie. Cela comprend également d'ailleurs la Cisjordanie, appelée aussi Cisjordan, qui se situe sur la rive ouest du Jourdain et faisait autrefois partie de la Palestine. Aujourd'hui, ces territoires, y compris Gaza et Jérusalem, sont officiellement considérés par l'ONU comme des territoires palestiniens occupés. Mais pour revenir aux révisionnistes, ces révisionnistes voulaient que le Royaume-Uni révise sa politique à l'égard de la Transjordanie. C'est pour cette raison
que lorsque ces mêmes révisionnistes sionistes, parmi lesquels David Ben-Gourion, sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé de ne pas définir la frontière dans l'idée qu'ils récupéreraient un jour l'ensemble de la Palestine pour eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle Israël a toujours refusé de définir ses frontières. Le fait est, au cours des quelques 80 dernières années, Israël a déplacé cette ligne, notamment au Liban et sur le Golan, par exemple. Ils ont modifié le tracé de la frontière parce que le Liban n'a pas été en mesure de protéger sa propre souveraineté, son propre territoire. Pour cette raison, les Israéliens ont profité de la situation et déplacé la frontière afin d'obtenir, je dirais, un avantage géographique. Par exemple, pour contrôler certaines hauteurs et zones, comme le Golan, qui était idéal pour s'y installer. Et c'est là, sur le plateau du Golan, si vous allez au nord du Golan, que vous trouverez l'une des plus grandes stations de renseignement électromagnétique israéliennes. Depuis cette position, ils peuvent surveiller le paysage électronique, si l'on peut dire, sur une grande partie de la Syrie, du Liban et probablement au-delà. Ainsi, en ce sens, les Israéliens ont également modifié l'emplacement. Par exemple, lorsque nous parlons de la question de la frontière avec le Liban, nous évoquions autrefois la région des fermes de Sheba, qui se trouve près du Golan. C'était autrefois un territoire appartenant à la Syrie, et la Syrie l'a donné au Liban. Mais en 1982, lorsque Israël a envahi le Liban, il a pris cette zone et ne l'a jamais rendue au Liban. C'est la plus grande. Mais si vous regardez le long de la frontière, si vous avez une carte suffisamment précise, vous verrez qu'il n'existe pas une seule frontière continue depuis la mer Méditerranée jusqu'aux hauteurs du Golan. Il y a plusieurs frontières qui se croisent et des choses de ce genre. Vous avez la frontière qui a été définie par les Français, car le Liban, eh bien vous savez que la Palestine était sous mandat britannique, mais le Liban et la Syrie étaient sous mandat français. Lorsqu'ils étaient là, dans les années 1920, ils ont tracé la frontière. Vous avez donc cette première frontière qui était en fait la véritable. Puis vous avez la frontière qu'Israël a définie lui-même, la ligne verte, établie en 1949. Et ensuite, ils ont déplacé la frontière ici et là, parfois de peu, mais suffisamment pour que cela constitue un changement, disons une atteinte à la souveraineté du Liban. Il y a ces changements qui ont été effectués en 1982. Ensuite, il y a une troisième ligne, légèrement décalée par rapport à la ligne israélienne. C'est celle établie par l'ONU, la fameuse ligne bleue, définie pour créer une sorte de, disons, zone tampon. Elle est d'ailleurs extrêmement petite. Tous ces petits événements, vous vous souvenez peut-être, par exemple, qu'en 2006, le Hezbollah a enlevé 2 ou 3 soldats israéliens qui se trouvaient prétendument sur le territoire libanais. C'est l'un de ces cas, car en réalité, ces soldats étaient là pour l'entretien de la clôture qui marque la frontière israélienne. Mais cette clôture se trouve techniquement sur le territoire libanais, et c'est pourquoi le Hezbollah a arrêté ces soldats. Mais pour Israël, ces soldats se trouvaient en réalité sur le territoire israélien. C'est pour cette raison qu'en 2006, ils ont commencé à bombarder le Hezbollah et le sud du Liban, provoquant des milliers de victimes et causant des milliards de destructions. Le véritable problème avec Israël, c'est qu'il définit ce qui lui appartient, et si les autres ne s'y conforment pas, il les bombarde. C'est exactement ce qui s'est passé en 2006. Le Hezbollah avait tout à fait raison de capturer ces soldats. Ils ne se trouvaient pas sur une frontière internationale reconnue. Il s'agissait d'un territoire défini unilatéralement par Israël, et Israël, évidemment, n'a jamais consulté personne
avant d'agir de la sorte. And Israel obviously never consulted anyone to do things like this. Today, you have Israel Aujourd'hui, claims that Israël affirme qu'une partie du sud du Liban lui appartient. Et cela inclut également les parties méridionales de la Syrie et de la Jordanie. Le problème, c'est que quand on regarde des déclarations comme celles que nous avons vues, si Israël se comportait comme un pays normal, on pourrait dire d'accord, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'Israël ne se comporte pas comme un pays normal et honnête. Il vole des territoires. Il prend pied par pied, mètre carré par mètre carré. Il s'approprie des terres, puis déclare « Eh bien, cela nous appartient. Point final. » Ils installent quelques colons là-bas, et c'est exactement le même processus que celui que l'on observe en Cisjordanie ou qu'il y avait à Gaza. Jérusalem-Est en est également un exemple. you had in Gaza, East Jerusalem is also a case in point. And they changed the laws because they have Et ils changent les lois parce qu'ils ont, disons, la suprématie en termes de puissance militaire. Alors, ils modifient les lois et en créent de nouvelles qui empêchent les propriétaires originels du territoire de le récupérer. C'est exactement ce qui se passe à Jérusalem-Est, par exemple. C'est là le problème avec Israël. C'est un pays qui ne respecte pas le droit international. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Bezalel Smotrich il y a quelques mois. Il a déclaré que le droit international n'était pas fait pour Israël, mais pour le reste du monde, pas pour le peuple élu. Nous sommes donc exactement dans cette situation. So we are exactly in that configuration. And that's the real problem of such assertions. Et c'est bien là le véritable problème avec de telles affirmations. J'accueillerais volontiers l'idée que nous ayons des frontières et que nous respections ces frontières. Je pense que c'est normal. C'est la manière normale pour les pays d'interagir entre eux. On définit des règles claires et chaque partie s'y conforme. C'est la base du droit international. Mais lorsqu'une partie décide qu'elle est au-dessus du droit international et se comporte comme un gangster, car il n'y a vraiment pas d'autre façon de le dire, comment peut-on gérer cela? C'est là le véritable problème. Et c'est en fait le problème d'Israël depuis le tout premier jour de son existence. Voilà le problème. That's the problem. I mentioned many times, I think, on your channel, the whole issue of the Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je crois même sur votre chaîne, toute la question de la résolution 181 qui a ouvert la possibilité de créer un État d'Israël. Mais en réalité, les Israéliens ne l'ont pas considéré comme une opportunité. Ils ont eu recours à la force pour s'emparer de territoires qui auraient normalement dû être partagés par un processus démocratique, par des référendums et des mécanismes de ce type, comme le stipulait la résolution de l'ONU. C'est donc là le problème. Et par conséquent, je pense que les États arabes, le problème c'est que les États arabes ne sont pas, vous savez, assez courageux pour dire non. Ils ne sont pas comme les Vénézuéliens, vous voyez. Ils ne sont pas comme les Cubains qui ont la fierté de dire « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le droit international, c'est cela. Et nous agissons en conséquence. » international law is that, and we do according to that. But Arabs, to be honest, we have to be very honest with that. Mais les Arabes, pour être honnête, il faut être très honnête à ce sujet, à l'exception des Yéménites qui ont montré qu'ils sont un peuple courageux, même si l'on peut discuter de la manière dont ils s'y prennent. Ce qu'on ne peut pas nier à propos des Yéménites, c'est qu'ils sont des gens braves et courageux. Les autres pays, malheureusement, ont tendance à oublier qui ils sont. Ils préfèrent non pas être en désaccord avec les États-Unis, mais plutôt être, comment dire, achetés par les Américains, corrompus par les Américains, ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, ils y gagnent, car je ne pense pas que les Américains aient beaucoup de respect pour ceux qui acceptent tout sans rien obtenir en retour. Vous voyez? Without return. You see? And Le mieux qu'ils puissent faire, ces Arabes, le mieux qu'ils puissent faire, c'est ce qui se passe au Soudan. Les Émirats arabes unis ne font que soutenir le génocide, ou une forme de génocide, au Soudan. well, Eh bien, je ne parlerai pas de la situation au Soudan, parce que pour être honnête,
J'y ai vécu pendant 3 ans. La raison pour laquelle je mentionne cela, colonel, c'est parce que, vous savez, ils ne font rien à Gaza. Mais quand il s'agit du Soudan, vous voyez, ils soutiennent un parti contre l'autre. Je sais, mais ils ont fait la même chose en Libye aussi. Et tout ça. Encore une fois, la logique est parfois très difficile à comprendre, à moins d'être profondément impliqué dans un pays. C'est pourquoi je ne fais aucune déclaration sur le Soudan. Quand j'y étais il y a 20 ans, je connaissais chaque groupe armé. Et bien sûr, le gouvernement aussi. J'ai eu l'occasion d'ouvrir un dialogue avec eux tous, et j'ai essayé de les inclure dans une discussion multipartite. J'avais un contact personnel avec les dirigeants de chacun de ces groupes armés. Je les connaissais très bien. Nous nous respections mutuellement, et je pouvais comprendre, car derrière les groupes armés, il y a aussi des questions tribales. Ce que nous voyons en Afrique du Nord, ou plutôt en Afrique et au Moyen-Orient, ne peut pas vraiment être compris avec la logique que nous avons en Europe, car il y a également des enjeux tribaux qui influencent la politique locale. Et à moins de connaître la situation de manière intime, il est très difficile d'en faire une évaluation lucide. C'est fondamentalement l'une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à échouer dans cet environnement. On peut étendre cela à l'Afghanistan et à toute la région, où la tradition est très forte. Vous savez, l'idée de l'État, telle que nous la comprenons en Occident, est un concept très occidental, si l'on y réfléchit bien. Je pense que le seul véritable État qui ait une conscience en tant qu'État est en fait l'Iran. Mais tous les autres faisaient autrefois partie d'un même territoire, surtout sous la domination ottomane. Vous savez, il n'y avait pas de frontières, seulement des régions sans limite définies pendant des siècles. Et les gens avaient tendance à placer leur confiance et aussi leur allégeance dans la tribu plutôt que dans la religion ou dans les frontières physiques comme nous les connaissons en Europe, par exemple. Cela change complètement la manière dont nous comprenons les conflits. Et il n'y a que très peu de personnes capables de vraiment saisir cela. En France, je pense ne connaître qu'une seule personne qui possède cette connaissance approfondie pour comprendre, par exemple, l'Afrique du Nord. Parce qu'à moins d'avoir été directement impliqué là-dedans, à moins d'avoir eu des contacts avec ces personnes, et vous pouvez les appeler des rebelles, des groupes armés, ou comme vous voulez, à moins de leur avoir parlé directement, il est très difficile de porter une évaluation. En fait, lorsque j'ai essayé d'établir des évaluations du renseignement avec mon équipe, j'avais une équipe assez importante. J'étais le chef du premier centre intégré de renseignement des Nations Unies au Soudan. C'était une structure civile-militaire. Et nous avons essayé de faire, disons, une évaluation globale ou inclusive de la situation, selon la manière dont on traduit cela. Et lorsque j'ai dû, par exemple, négocier la libération d'otages ou résoudre un conflit entre tribus, j'ai toujours établi 2 structures, car nous avions une connaissance approfondie de la situation. On travaille avec des structures, qui est le chef, qui est le subordonné, et tout cela. Il y a toujours une structure formelle, le chef principal, les sous-chefs, les subalternes, et ainsi de suite. Et puis il y a les liens tribaux et familiaux, et ce qui ne coïncide pas forcément avec la structure formelle du groupe armé. Pour chaque groupe, nous avions à la fois un organigramme formel et un organigramme informel, ou coutumier ou traditionnel, de la tribu ou du regroupement de tribus, ou des groupes armés, pardon. Et lorsque j'ai dû discuter, j'ai dû travailler des 2 côtés. Il y a le côté formel, parce qu'il y a un chef, mais il y a aussi probablement un autre capitaine quelque part. Et des choses de ce genre.
Parce que vous savez que le père de ce capitaine est en réalité dans la tribu le chef du groupe armé, quelque chose comme ça. Et cela signifie que tant que vous n'avez pas ces clés pour comprendre le conflit, il est très difficile de faire une véritable évaluation de la situation. Mais une fois que vous les avez, et c'est exactement ce que j'ai fait, cela demande des jours de travail, une étude minutieuse et des discussions avec tout le monde. Mais une fois que vous avez cela, vous pouvez réellement résoudre le problème. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Quand j'étais là-bas, il y a environ 20 ans, le gouvernement était censé tenter d'éliminer une partie du trafic. Ce n'était pas exactement le cas. Les évaluations que nous voyons dans les médias ici étaient totalement fausses. Il fallait revenir à la base et s'attaquer aux problèmes à partir de là. Nous avons réussi à avoir de bonnes discussions et à amener à la même table de négociation à la fois les rebelles et le gouvernement. Et ils ont conclu des accords. Ils l'ont vraiment fait. Parce que vous basez la discussion non pas sur vos sentiments, mais sur les vrais problèmes auxquels la tribu ou le groupe armé est confronté, ainsi que sur la perception du gouvernement et d'autres éléments de ce genre. En conséquence, si vous faites ce travail, il est très fastidieux et très complexe. Il exige une forte présence sur le terrain. Il faut aller parler à ces types. Et parfois, c'est extrêmement compliqué, car vous pouvez vous retrouver seul au milieu du désert, déposé par hélicoptère, entouré de rebelles, et c'est là que vous êtes. Je veux dire, j'avais un bon gars avec moi, un ancien soldat des forces spéciales néerlandaises. Et nous avons réussi à nous rendre dans des endroits très reculés, où il n'y a pratiquement aucun soutien possible de qui que ce soit. Votre seul soutien, en réalité, c'est la manière dont vous traitez ces personnes. C'est la seule voie. Mais nous y sommes parvenus, et nous avons gagné le respect de ces rebelles. Ils savaient que nous étions en contact avec le gouvernement, et le gouvernement savait que j'étais en contact avec ces groupes armés. Les informations n'ont jamais été partagées avec l'un ou l'autre camp, parce que nous les respections. C'est presque la même règle que celle du Comité international de la Croix-Rouge. Lorsqu'ils rendent visite à une tribu ou à un groupe armé, ils gardent les informations pour eux. Ils ne les partagent pas. C'est ainsi que l'on crée la confiance. Mais avec cela, ils sont venus. Et c'était aussi ma politique. En gardant l'information pour nous, et en tant que membre des Nations Unies, ce n'était pas pour moi personnellement, mais pour l'ONU. Nous avons réussi à gagner la confiance de ces rebelles et même du gouvernement. Et en ayant la confiance des deux parties, on pouvait plus facilement les amener à la même table et les aider à se parler. C'était le but. Mais c'est un travail qui doit être fait. Bien sûr, parfois, on ne sait même pas si l'on reviendra. Mais pour être honnête, je ne me suis jamais vraiment senti menacé par ces groupes armés. Au contraire, ils comprenaient que nous représentions pour eux une sorte de voie de sortie. Vous voyez? Et pour cette raison, nous avions beaucoup de très bons contacts avec tous ces groupes armés. Quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de véritable, en fait, je pourrais dire aucune, confrontation armée entre le gouvernement et les rebelles. Parce que nous étions là, en quelque sorte, comme médiateurs ou quelque chose de ce genre. Cela signifie que j'ai pu le faire à l'époque, parce que j'étais sur le terrain, en train de parler avec ces gens et de connaître tous les détails nécessaires pour comprendre la situation. Depuis, d'autres conflits ont pris le dessus, l'Ukraine et tout cela. Et en Afghanistan aussi, j'y suis allé. Bien sûr, on ne peut pas faire le même travail quand on n'est pas sur le terrain. Pour cette raison, aujourd'hui je suis très prudent lorsque je parle de la situation, car si l'on veut faire une évaluation correcte, intelligente et efficace, il faut en savoir bien plus que ce que l'on obtient par les médias.
you need to know much more than what you have in the media. Carl, shifting the gear to the conflict in Ukraine. Karl, changeons de sujet pour parler du conflit en Ukraine. Bloomberg a rapporté que le Royaume-Uni a fourni à l'Ukraine un lot supplémentaire de missiles Storm Shadow. Et aux États-Unis, nous avons appris que le Pentagone a déclaré qu'il autoriserait le président à envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, affirmant que cela n'aurait pas d'impact négatif sur le stock américain. Il semble donc que si Donald Trump décidait de les envoyer, tout serait prêt. En regardant l'Europe aujourd'hui, ainsi que les États-Unis, que se passe-t-il dans l'esprit de ceux qui continuent de plaider pour la poursuite du conflit? Parce qu'à mon avis, regardez ce que Donald Trump a dit récemment, il a affirmé que la Russie aurait pu mettre fin au conflit. They could have put an end to the conflict. They could have, Ils auraient pu, vous savez, conquérir toute l'Ukraine en 2 semaines et mettre fin au conflit. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas d'où vient cette idée, car si l'on regarde l'expérience des États-Unis en Afghanistan et en Irak, rien ne le suggère. Alors, que se passe-t-il? Tant que les États-Unis, avec les Européens, continuent de fournir des armes à l'Ukraine, des drones et tout le reste, ils peuvent attaquer la Russie, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et il semble qu'après tout, c'est l'Occident. La responsabilité incombe à l'Occident et à la manière dont il se comporte en Ukraine pour mettre fin au conflit. Peu importe ce que veut la Russie, car la Russie, comme nous le savons, veut négocier. Elle veut mettre fin au conflit. Elle ne veut pas d'un État en faillite à sa frontière. Mais cette réalité n'est apparemment pas comprise en Occident. Qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire, en effet. En ce qui concerne les Tomahawks, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai vu aujourd'hui, mais encore une fois, avec les Américains, tout change du jour au lendemain. Ce que je viens de lire, c'est que Donald Trump a déclaré qu'il n'enverrait pas de Tomahawk aux Ukrainiens parce qu'ils sont assez forts pour résoudre le problème eux-mêmes, quoi que cela veuille dire. Le fait est que ce qu'a dit le Pentagone, qu'ils ont suffisamment de Tomahawks en réserve pour en donner à l'Ukraine, était en quelque sorte une manière de tirer le tapis sous les pieds de Donald Trump. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit une chose très loyale à faire, surtout aussi ouvertement. Mais d'un autre côté, apparemment, Trump n'a pas joué le jeu avec le Pentagone et a dit « Eh bien d'accord, nous en avons assez, mais les Ukrainiens ont suffisamment de capacité pour le faire eux-mêmes. » C'est aussi l'explication du fait qu'il y a quelques semaines, il a dit la même chose d'ailleurs, que la Russie est un tigre de papier. Et dans ce contexte, l'Ukraine peut agir seule. En fait, c'est une façon de dire que les Européens et l'Ukraine sont assez mûrs et n'ont pas besoin de nous dans ce sens. Les Américains ne veulent certainement pas. Enfin, je pense qu'il est clair pour tout le monde que tôt ou tard, l'Ukraine s'effondrera d'une manière ou d'une autre, militairement et probablement même politiquement. Par conséquent, il vaut mieux pour vous ne pas en faire partie. Et je pense que c'est quelque chose que Donald Trump a probablement compris instinctivement. C'est pourquoi il préfère ne pas dépenser d'argent ni de matériel pour un conflit perdu d'avance. Maintenant, si l'on observe le comportement des Européens, et c'est là, en fait, le véritable problème avec les Européens, si l'on considère l'ensemble du conflit depuis le tout début, je dirais depuis 2014, on peut voir qu'entre 2014 et 2022, la Russie a tout fait pour parvenir à une solution politique, pour faire appliquer les accords de Minsk. Qui s'y est opposé? Les Européens. Et je dis bien les Européens. Bien sûr, les États-Unis ont été très heureux de déstabiliser l'Ukraine, avec la Révolution orange, Victoria Nuland, John McCain et toutes ces personnes.
D'accord, tout cela est un fait. Mais lorsqu'il s'agit ensuite de l'aspect, disons, militaire ou de la dimension militaire du conflit, les Européens ont pris le relais. Et lorsque j'étais là-bas, en 2014, il n'y avait pas tant d'Américains en Ukraine. Il y avait surtout des Allemands, des Canadiens et des Britanniques. Des soldats, je veux dire, des conseillers et ce genre de choses. On voit donc que pendant ces 8 années, les Européens ont joué un rôle déterminant dans l'attisement du conflit. Et tous les efforts de la Russie ont en réalité été rejetés par les Européens eux-mêmes. Je veux dire, souvenez-vous de ce que François Hollande, Emmanuel Macron, Angela Merkel et d'autres ont dit à propos de la mise en œuvre des accords de Minsk. Ils ont tout fait pour éviter de les appliquer. De 2022 jusqu'au début de cette année, on pouvait dire « Oh non, c'est faux, ce n'est pas tout à fait vrai ». Mais je dirais qu'en 2022, disons-le ainsi, l'Ukraine a réellement fait tous les efforts possibles pour parvenir à une solution politique. Elle a essayé à plusieurs reprises, en février 2022, en mars 2022 et en août 2022. Et chaque fois, ces efforts ont été bloqués par les Européens, même pas par les Américains. En fait, à la fin de 2022, début novembre, l'administration Biden et le Pentagone ont conseillé à Zelensky de Désolé de vous interrompre. Je sais que vous en venez aux points importants. Mais quand vous parlez des Européens, de qui parlez-vous? Est-ce le Royaume-Uni ou de quel pays viennent essentiellement ces personnes? C'est une bonne question. Je veux dire encore une fois, ce sont toujours les mêmes partenaires de crime. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le Royaume-Uni joue certainement un rôle important là-dedans, mais pas seulement lui. Je veux dire, quand on parle de l'accord de Minsk, par exemple, on parle surtout de la France et de l'Allemagne. Vous voyez, quand on parle de l'accord de mars 2022, bien sûr, on mentionne Boris Johnson. C'est lui qui a appelé Zelensky et qui est ensuite venu à Kiev pour lui dire d'arrêter. Mais derrière cela, il y avait aussi la France et l'Allemagne, qui ont demandé aux Russes de retirer leurs troupes de Kiev en signe de bonne volonté. Donc les trois sont des partenaires de crime. Les Britanniques sont clairement les plus agressifs et ils ont probablement la plus grande présence en matière d'opérations secrètes, d'opérations clandestines, d'opérations spéciales et de choses de ce genre. Sur le terrain, les Britanniques sont probablement les plus présents, c'est certain. Mais politiquement, on peut dire que les trois sont impliqués. L'influence des Européens est évidente. Souvenez-vous qu'en septembre 2022, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a déclaré qu'il n'y aurait ni apaisement ni négociation avec les Russes. C'est exactement ce qui a poussé Zelensky à publier son décret en octobre 2022, inscrivant dans la loi qu'il n'y aurait pas de négociation. Avant cela, les Ukrainiens avaient tenté de parvenir à des accords. Cela signifie donc que la Russie a essayé avant la guerre, et juste après le début de la guerre, l'Ukraine a essayé. Ensuite, il y a eu une sorte de pause dans le processus politique qui a été reprise d'une certaine manière par l'administration Trump et qui s'est opposée aux Américains, les Européens. Encore une fois, ce sont eux qui ne veulent aucune négociation. Oui. Ne pensez-vous pas que toute l'affaire de l'Ukraine et la manière dont l'Ukraine a décidé d'entrer en guerre avec la Russie est liée à Zelensky? Sans Zelensky, ou quelqu'un comme lui au pouvoir, cela aurait pu être évité par les Ukrainiens. Est-ce le cas selon vous? Parce qu'en regardant l'histoire de Zelensky, il est sorti de nulle part. Il n'avait aucune expérience avant d'arriver au pouvoir. À mon avis, il a été totalement choisi par les services de renseignement, probablement du Royaume-Uni. Et ils ont décidé qu'il serait le prochain président, quelqu'un qui ferait tout ce qu'il demanderait en Ukraine.
Well, you're probably right. I mean, I have no indication. Eh bien, vous avez probablement raison. Je veux dire, je n'ai aucune indication ni aucune preuve de cela, mais il y a sans doute quelque chose de ce genre derrière tout ça. En réalité, Zelensky a été élu sur un programme de négociation avec la Russie. C'était ça. Si vous regardez ce que certains groupes, je parle par exemple de l'Ukraine Crisis Group, une ONG basée en Ukraine et financée par l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni et ainsi de suite, tous ces gens-là, ce que cette ONG a écrit en mai 2019, quelques semaines après l'élection de Zelensky, c'est qu'ils lui ont fixé des lignes rouges. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Vous avez des lignes rouges. Et la ligne rouge, c'était que la normalisation avec la Russie était interdite. That the normalization with Russia was a red line. Any negotiation regarding Toute négociation concernant la langue ou le statut des Russes et des choses de ce genre, tout cela constituait une ligne rouge pour Zelensky. Et souvenez-vous que Dmytro Yarosh, le chef de la branche militaire ou armée du Pravi Sector, cela figurait dans la presse ukrainienne. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'aller en Russie pour le constater. C'était dans la presse ukrainienne. Ils ont dit que si Zelensky appliquait son programme, il ne perdrait pas seulement sa fonction, il perdrait la vie. Et cela a été publié dans les médias de manière totalement ouverte. Ce qui signifie, encore une fois, que ce que vous disiez est probablement juste. Zelensky était en fait une sorte de marionnette choisie pour être élu président. C'est probablement vrai. Mais au-delà de cela, je pense que l'aspiration du peuple ukrainien était de vivre en paix avec la Russie. C'est ce qu'il voulait. Et certaines forces ont cherché à l'en empêcher. Malgré toute la bonne volonté de Zelensky, je pense que la menace qui pesait sur lui était si forte qu'il a dû en réalité abandonner son projet. Et encore une fois, si l'on lit ces lignes rouges qui ont été définies comme telles, je ne fais pas qu'inventer l'expression, c'est bien le terme qu'ils utilisaient. On peut voir que la pression sur Zelensky était énorme. Il n'était donc probablement pas le meilleur homme pour ce poste, je suis d'accord. Mais néanmoins, quelles que soient ses propres capacités et compétences, il a très clairement été empêché de faire ce qu'il voulait faire. Et c'est précisément là le problème que nous avons. And that is exactly the problem that we have. I mean, there are other forces that Je veux dire, il existe d'autres forces que celles que nos médias ont tendance à montrer qui décident du sort de l'Ukraine. Et encore une fois, le problème de l'Ukraine, et la raison pour laquelle l'Occident, en particulier les Européens, tient tant à empêcher tout accord avec la Russie, est clair. Nous voyons aujourd'hui que le fait d'empêcher un tel accord se fait au détriment des Ukrainiens. Ce sont eux qui paient le prix, pas les Européens. Et souvenez-vous, lorsqu'il y avait des discussions, même si certains pays voulaient envoyer des troupes en Ukraine, personne n'a dit oui, sauf les Britanniques et Emmanuel Macron, qui étaient prêts à être en guerre avec la Russie. Mais à part cela, aucun Européen ne veut mourir pour l'Ukraine. Autrement dit, nous envoyons l'Ukraine affaiblir la Russie. Nous envoyons l'argent. Pour l'argent, il n'y a pas de problème. Les armes, tant que cela n'affecte pas nos propres capacités militaires, nous le faisons. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons déjà envoyé ce que nous pouvions envoyer, du matériel de seconde catégorie. Je veux dire, le matériel que nous avions en réserve. En gros, nous l'avons envoyé à l'Ukraine. Maintenant, les réserves sont épuisées. Et donc, nous n'avons plus rien. Mais nous ne donnerons pas notre propre équipement, même si l'Ukraine nous défend contre la Russie. Vous savez, nous ne poussons pas le raisonnement aussi loin. Autrement dit, nous sommes prêts à payer les Ukrainiens, mais pas à vraiment les aider. Et s'ils essayent de négocier, nous les empêcherons de parvenir à un accord. L'idée, en réalité, c'est que nous voulons affaiblir la Russie. Nous voulons que la Russie soit piégée dans ce conflit, tout comme les États-Unis l'ont été pendant 20 ans en Afghanistan.
avec l'idée que tôt ou tard, cette guerre affaiblira la Russie. Car l'effort que la Russie a fourni au cours des 3 dernières années ne pourra probablement pas être soutenu pendant des décennies. Mais c'est exactement ce que les Européens essayent de faire. Toute la question n'est pas de défendre l'Ukraine. La question est d'affaiblir la Russie. C'est cela, le but. Et la raison en est probablement autre. Car si l'on regarde l'économie, si l'on regarde la politique, la géopolitique, on ne voit aucune justification à cela du côté européen. L'Europe n'en a pas tiré profit. Les seuls qui en ont, d'une certaine manière, bénéficié indirectement sont les Verts, les écologistes, parce qu'ils peuvent réduire les émissions. Et vous savez, les Allemands, par exemple, qui sont très sensibles aux questions environnementales. Environmentally conscious. They were happy that they didn't receive. Ils étaient heureux de ne plus recevoir de carburant de la Russie, car cela leur permettait de mettre en œuvre des politiques environnementales plus vertes et tout ce qui s'ensuit. Donc, il se passe beaucoup de choses en coulisses, d'une certaine manière. Et il y a autre chose, et ce n'est probablement pas une coïncidence, c'est que la haute représentante pour les affaires étrangères, ou l'action extérieure de l'Europe, est Kaja Kallas, originaire d'Estonie. Et je vous rappelle cette expression qui a été utilisée, ce n'est pas une nouvelle, mais que Gideon Rachman a reprise dans le Financial Times, disant que la politique étrangère de l'UOMR est désormais estonisée. On pourrait dire qu'il y a une estonisation de la politique étrangère de l'UOMR, ce qui signifie qu'une certaine forme d'émotionnalité y est entrée. Est-ce Estonianized, yes, I don't. Sorry. Estonisé, oui. Désolé, je ne sais pas exactement comment le prononcer d'ailleurs, mais vous voyez l'idée. C'est juste une façon d'expliquer qu'il y a quelque chose qui dépasse la pensée rationnelle lorsqu'on traite avec la Russie. Et c'est très vrai pour tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je veux dire, nous avons Zelensky qui dit que la Russie échoue à Pokrovsk et tout ça, qui ne gère pas la situation. Mais d'un autre côté, le chef d'état-major français dit que d'ici 2 ou 3 ans, nous serons envahis par la Russie. Donc c'est totalement contradictoire. Ça n'a aucun sens. Nous avons tous ces drones et tout le reste. Et encore une fois, vous savez, ils parlent soudainement de ces drones. Et quelques jours plus tard, plus personne n'en parle. Et puis, nous parlons des câbles dans la mer Baltique qui ont été coupés et de choses de ce genre. Il suffit de quelques semaines et ensuite plus personne n'en parle. Donc nous savons que tout ce que nous disons est fondamentalement du baratin. Nous le savons, mais nous le disons quand même. Et plus important encore, nous avons tendance à élaborer des politiques autour de cela. Nous savons que c'est faux. Nous savons que nous ne pouvons pas, je veux dire, tous ces drones que nous avons eus en octobre, cette sorte d'épidémie de drones partout, pas une seule fois, quelqu'un n'a pu dire « ce sont des drones russes ». Mais nous savons qu'ils ne sont pas russes. Et chaque fois que nous avons pu identifier qui possédait ces drones, c'était tout sauf des Russes. Alors bien sûr, il y a tous ces conspirationnistes qui disent « eh bien, c'est la Russie qui paie des Croates, ou des Norvégiens, ou des Suédois pour faire ça ». C'est juste, vous savez, nous vivons dans une sorte de fantasme. Mais le problème, c'est qu'autour de ce fantasme, nous élaborons des politiques, n'est-ce pas? Nous avons décidé qu'il fallait renforcer nos capacités de défense contre la Russie, par exemple. Pourquoi exactement? Personne ne le sait, mais nous le faisons. Je veux dire, la France a évidemment un problème budgétaire. En fait, elle n'a pas de budget, car il n'a pas encore été adopté par le Parlement. Mais Emmanuel Macron a déjà décidé que l'année prochaine, il doublerait les dépenses de défense. Vous voyez donc, c'est complètement irrationnel. C'est déconnecté de toute forme de réalité. Et c'est précisément ce que l'on pourrait définir comme une sorte d'orientalisation de la politique. C'est quelque chose qui repose pratiquement sur rien. This is something which is based on virtually nothing. But
but the policies are real. They have consequences. Mais les politiques sont bien réelles. Elles ont des conséquences. Elles affectent l'industrie, les citoyens, les impôts, la compétitivité de nos produits, et ainsi de suite. Et nous savons que tous ces effets sont négatifs pour l'économie. Nous sommes donc pris dans une sorte de boucle émotionnelle à propos de la Russie, et nous voyons à peine quelqu'un avoir le courage d'en sortir. Je veux dire, oui, il y a Fico en Slovaquie, il y a Orbán en Hongrie. Ce sont ceux que nous voyons. Ils ont le sens des réalités, le sens des priorités, le sens de la mission pour laquelle ils ont été élus. Car en réalité, aucun de nos dirigeants n'a été élu pour faire la guerre à la Russie. Ils ont été élus pour résoudre les problèmes intérieurs. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. But it's not what they are doing. They spend But they have elected Zelensky. Mais ils ont élu Zelensky. Koval, pensez-vous qu'avec Zelensky au pouvoir, eh bien, à mon avis, le fait que Zelensky soit écarté du pouvoir en Ukraine et remplacé par un gouvernement capable de travailler à la fois avec les Européens et les Russes constituerait une sorte de condition préalable à toute solution en Ukraine? Pensez-vous cela? Pensez-vous que cela pourrait aider ou non? Do you think that way? Do you think that could help or not? well, it's a possible scenario. Eh bien, c'est un scénario possible. Je n'ai pas de boule de cristal, donc il est très difficile d'évaluer cela. Tout peut arriver. Mais, vous voyez, c'est exactement la même chose. Peut-être pas aussi schématique que ce que j'ai expliqué pour les conflits en Afrique du Nord. Mais tout de même, nous devons comprendre la logique des gens. Par exemple, si vous parlez de l'Ukraine, l'Institut international de statistique de Kiev a réalisé une enquête en juin de cette année sur l'acceptation de la perte de territoire dans cette guerre. Et ceux qui sont les plus disposés à perdre du territoire, je veux dire les Ukrainiens qui seraient les plus enclins à accepter de perdre du territoire, sans surprise, on les trouve dans le sud du pays, dans la région d'Odessa et de Mykolaïv. Ce sont des régions qui appartenaient autrefois à la Nouvelle-Russie historique, et par conséquent, elles accepteraient assez bien d'être sous domination russe. L'acceptation y est donc très forte. Mais une autre zone où l'acceptation est très forte, de manière surprenante, c'est l'ouest de l'Ukraine, la région ultranationaliste. Pourquoi? Parce que cette région est ultranationaliste, très proche des idéologies que nous avions il y a 80 ans. Mais dans leur esprit, le peuple ukrainien doit être pur. Et dans la configuration actuelle, la seule partie pure de l'Ukraine est la partie occidentale. Les autres ne sont pas à leur niveau, disons. Ce ne sont pas le peuple élu, mais c'est presque cela. Et le reste de l'Ukraine, ce sont des slaves, donc ils appartiennent à d'autres catégories. Cela signifie que ces ultranationalistes pourraient vivre dans leur propre région de l'ouest de l'Ukraine, sans toutes les populations qu'ils n'aiment pas. Ils préféreraient être entre eux, les vrais Ukrainiens, et les autres ne seraient pas vraiment des Ukrainiens. C'est donc très très étrange et assez inattendu quand on regarde ces statistiques. Cela montre que les dynamiques en Ukraine ne sont peut-être pas exactement ce que nous penserions intuitivement. Parce que, encore une fois, lorsque vous évaluez un conflit, et c'est mon expérience personnelle, c'était plus ou moins mon travail lorsque je travaillais auparavant à l'ONU et ailleurs, vous essayez de comprendre les conflits afin de les résoudre, pas simplement de les expliquer sur YouTube. Il faut aller plus en profondeur. C'est un exemple en Ukraine, où en creusant un peu plus la réalité, on peut découvrir une autre réalité qui peut ouvrir une porte. Parce que, disons que nous développons ce que je viens de dire. Si l'Ukraine occidentale prétend être la véritable Ukraine, ou l'Ukraine pure, ou peu importe comment on l'appelle, et qu'elle accepte de céder le reste du territoire aux Russes, parce que les Russes seraient des sous-hommes ou autres, alors on peut trouver une certaine possibilité, un terrain d'entente pour résoudre le problème.
Vous voyez, ce que je dis est extrêmement schématique. Il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Encore une fois, les statistiques sont là. Elles expriment ou montrent une réalité. Et cette réalité est celle d'un sondage, pas nécessairement la réalité de ce que les gens veulent politiquement au bout du compte. Et je ne dis pas que ce sondage reflète ce qui pourrait se passer en Ukraine, mais il donne une certaine indication sur la voie possible que nous pourrions voir à l'avenir. Cela signifie aussi qu'au sein de l'Ukraine actuelle, si l'on regarde ce que je viens de dire, la partie occidentale de l'Ukraine d'ailleurs, est celle qui appartenait autrefois à l'Empire austro-hongrois. Elle est donc plus liée à la partie germanique de l'histoire européenne. Pendant ce temps, le reste de l'Ukraine, qui comprend les zones occupées aujourd'hui par la Russie, ainsi que la partie centrale avec Kiev et ainsi de suite, est un pays slave. Ces populations, tant celles sous le drapeau russe que celles sous le drapeau ukrainien, viennent du monde slave. Elles sont orthodoxes, tandis que les Ukrainiens de l'Ouest sont catholiques. C'est la seule partie catholique de l'Ukraine d'ailleurs. On voit donc une division très nette entre l'ouest de l'Ukraine et le reste du pays. Si l'on regarde la carte, on pourrait la diviser en trois parties. La partie occidentale, catholique, issue de l'histoire germanique, si l'on peut simplifier ainsi. Certains me diront sans doute que c'est une simplification excessive, et je suis d'accord, mais c'est juste pour l'explication. Ensuite, il y a la partie centrale, slave et orthodoxe, mais sous le drapeau ukrainien. Et la partie orientale, également slave et orthodoxe, mais sous le drapeau russe. On a donc ces trois parties. Ainsi, les dynamiques entre ces régions, en particulier dans la partie ukrainienne, c'est-à-dire entre l'ouest et le centre de l'Ukraine, sont quelque chose que nous avons très peu d'éléments pour évaluer, car personne n'en parle. En Occident, dans les médias, nous avons tendance à considérer l'Ukraine comme un pays monolithique. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est sous l'autorité de Zelensky est en réalité fortement divisé. C'est aussi quelque chose que j'ai mentionné dans mon livre, Guerre secrète en Ukraine. C'est celui que j'ai ici. La situation que nous avons en Ukraine, où des personnes sous l'autorité de Zelensky se battent contre le gouvernement de Kiev, et aussi des Russes ethniques, dans cette partie de l'Ukraine, se battent contre le gouvernement de Kiev. Je veux dire, soutenir en quelque sorte l'opération russe, d'une manière ou d'une autre. Mais dans cette partie de l'Ukraine, celle sous le contrôle de Kiev, il y a aussi des Ukrainiens qui se battent contre Kiev. La situation est donc bien plus complexe que ce que les médias nous présentent. Et pour cette raison, le degré de division que l'on observe à l'intérieur de l'Ukraine, au sein de l'Ukraine ukrainienne, si l'on peut dire, n'est pas très clair. Il existe bel et bien, on le voit, car il y a des mouvements de résistance. Je veux dire des mouvements de résistance ukrainiens sous l'autorité de Kiev qui combattent l'armée ukrainienne, y compris dans la partie occidentale du pays, dans les régions de Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk, et ainsi de suite. Il y a ces mouvements de résistance actifs. Voilà donc la situation à Kiev. Je veux dire, la région de Kiev en Ukraine est bien plus complexe qu'on ne le dit. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des bombardements et des actions de sabotage contre les transports de munitions, contre les transports d'armes. Je veux dire probablement que la plupart des frappes menées par les Russes, avec des drones, et tout cela repose à la base sur des renseignements fournis par la résistance en Ukraine. Ce sont donc des Ukrainiens qui transmettent des informations aux Russes. Nous savons que cela se produit, mais la manière dont cela se traduit en termes de pouvoir politique, en termes de volonté de changer la direction à Kiev, c'est le facteur inconnu. Mais cela existe bel et bien.
Thank you so Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. as always. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Thank you. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.